Imo Week, spécial CIMI 2024. Odile Batser, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et innovation de la Société de la Tour Eiffel. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une première question à vous poser, qui est relativement simple, qui concerne la décarbonation. Donc, c'est votre spécialité. Peut-être que le sujet va être un petit peu vague, mais je vais vous laisser le recentrer sur les actions concrètes que vous menez quotidiennement au sein de la Société de la Tour Eiffel sur ces matières de décarbonation qui sont vos prérogatives. Alors, écoutez, ça tombe bien puisque je pense que chez Tour Eiffel, nous faisons de la RSE appliquée et nos modes de décarbonation de notre activité immobilière consistent en plusieurs actions. Il y a une première action qui est la sortie des énergies fossiles. La Société de la Tour Eiffel a encore quelques actifs qui sont notamment alimentés par des chaufferies au gaz. Et le gaz est une des énergies fossiles très pénalisantes au niveau carbone. Donc voilà, ça c'est il y a un plan d'action qui est prévu en fonction de la vétusté des équipements. Donc ça c'est on a la chance d'avoir une énergie électrique très décarbonée en France. Donc il faut absolument agir sur la sortie des énergies fossiles. La deuxième façon de décarboner, c'est bien sûr de tout ce qui est atténuation et baisser les consommations. Donc on a un management de l'énergie très rigoureux et on a un conseil AGELIM qui est très rigoureux également et qui nous permet de suivre vraiment de façon très précise nos consommations. Et puis bien sûr au niveau de tout ce qui est CAPEX et OPEX d'ailleurs, nous mettons en place des actions d'économie circulaire qui pour moi est vraiment une des voies royales de la décarbonation de l'activité immobilière. Et curieusement, c'est presque plus facile au niveau des chantiers de rénovation de plateaux, rénovation de halls, rénovation de RIE que sur des projets de construction ou de grosses réhabilitations où toute l'organisation de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'œuvre, d'assureur, de bureau de contrôle, etc. Consiste autant de freins pour mettre en place de l'économie circulaire. Donc on a vraiment des actions d'économie circulaire très positives sur lesquelles d'ailleurs on reporte et on publie, et on témoigne. Pour illustrer ce que vous venez de dire, est-ce que vous auriez quelques projets un petit peu emblématiques à mettre en avant justement sur ce sujet de la décarbonation au sein de la STE? Alors au niveau économie circulaire, on a reçu un prix pour la mise en place de ces actions sur un actif Topaz il y a 2 ans. Cette année, on a également procédé à la rénovation d'un actif à Montrouge, FLO2, qui lui aussi a bénéficié de ces actions d'économie circulaire et qui est également un modèle pour nous. Ça stimule les équipes également de voir que leurs collègues réussissent à mettre en place ce genre d'action et ça permet de créer de l'émulation entre les équipes et c'est très positif. Vous êtes également président de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Question très simple, quelles sont les missions qui vous sont assignées dans le cadre justement de cette présidence? Dans le cadre de la présidence de l'OID. Alors la présidence, c'est un rôle plutôt, je dirais, honorifique. On a tous les pouvoirs de la présidente sont pratiquement délégués au directeur général, en règle générale. Et donc, il y a un bureau qui est constitué. Je suis présidente, mais il y a également une trésorière, un secrétaire général et un vice-président. Et à nous 4, nous sommes un peu les garde-fous de la stratégie de l'OID et de la mise en place de la politique de l'association. Vous vous trouvez néanmoins dans une posture, on va dire, privilégiée pour réussir à voir un petit peu l'évolution de la décarbonation en France. Est-ce que selon vous, elle est au niveau par rapport aux autres pays européens? Comment la France se situe à l'heure actuelle? Quels sont peut-être les domaines de perfection? Quels sont les domaines sur lesquels elle est au niveau, voire même en avance? Enfin voilà, comment la France se situe aujourd'hui en termes de décarbonation par rapport à ses voisins? Alors,
comme je disais tout à l'heure, la France a la chance par le nucléaire d'avoir une énergie électrique très décarbonée. Donc ça, c'est une première chose. Alors, comme toujours, ça peut avoir des effets rebonds, c'est-à-dire que tous les data centers veulent s'installer en France parce que ça leur permet de décarboner leur consommation énergétique. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Le principal sujet, c'est que en France, on parle beaucoup consommation électrique. Et en fait, le reste de l'Europe parle beaucoup carbone. Et je pense que la France aurait à gagner à mieux sensibiliser tous les acteurs, notamment de l'immobilier, mais pas que d'ailleurs, de toutes les activités industrielles et sur ce sujet du carbone. Par exemple, c'est tout le sujet du low tech ou du fair tech ou du smart building. Parce que il peut arriver qu'on embarque du carbone pour piloter un actif et qu'en fait on a une espèce de ROI carbone qui tourne mal, vous voyez, parce que pour gagner quelques kilowattheures par mètre carré, eh bien on a embarqué des tonnes d'équivalent CO2. Enfin, bien sûr, je caricature, mais l'idée c'est que je le vois, chez nous, dans nos équipes, c'est un sujet qui est encore mal perçu et on s'applique vraiment à ce que de l'assistante de gestion technique aux développeurs, aux responsables de projet, tout le monde ait bien cette notion de la tonne équivalent carbone. C'est valable également pour les fluides frigorigènes, par exemple. C'est quelque chose qui est souvent passé inaperçu dans les discours, mais les fluides frigorigènes ont un pouvoir réchauffant qui est énorme. Donc, c'est aussi une donnée qui est à suivre, au moins autant que les consommations électriques. Vous voyez. Et vous trouvez aussi. Je pense que c'est vraiment l'amélioration majeure qu'il faut apporter chez les acteurs de l'immobilier, c'est cette notion du carbone. Et notamment, effectivement, de l'utilisation, c'est-à-dire pas uniquement sur ce qu'émet un immeuble dans sa phase soit quand il est bâti, soit quand il est restructuré, mais également dans son utilisation. C'est ce que vous avez dit sur tout ce qui est low-tech et ainsi de suite, c'est-à-dire que un immeuble n'est pas qu'émetteur de carbone dans sa construction, dans sa restructuration, mais également dans son utilisation et dans la façon dont il est piloté par la suite par les gens qui le possèdent. C'est cela, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette succession de deux phases. Il y a la phase construction et il y a de plus en plus de procédés bas carbone ou par exemple, regardez, j'ai appris que Saint-Gobain essayait de récupérer au maximum les vitrages des démolitions parce que ils peuvent recycler 100% des verres en provenance de ces démolitions pour les nouveaux bâtiments. Ça, c'est quelque chose qui est trop méconnu. Donc, vous avez cette phase construction qui est chargée en carbone, mais vous avez aussi toute la phase exploitation et qui nécessite effectivement que quand on choisit un programme de rénovation ou même d'étage, on soit capable de le choisir non seulement en fonction des euros, mais également en fonction du poids carbone de l'opération. Le jour où on arrivera à faire ça, on aura fait un grand pas. Malgré tout, on voit quand même que ce soit notamment par le succès du CIPCA, donc le salon bas carbone dont la 3e édition s'est tenue là au mois de septembre, on voit qu'il y a quand même une véritable prise de conscience de la part des acteurs. C'est un salon qui rencontre un grand succès. Ce sont des thématiques qui irriguent de plus en plus l'ensemble des filières de l'immobilier. Vous trouvez justement que cette sensibilisation-là, alors après on peut toujours aller plus loin dans le niveau des actes, on peut toujours faire mieux, mais qu'en tout cas la sensibilisation à la base est quand même présente et que les acteurs s'emparent réellement de ce thème à la hauteur de ce qu'il vaut. Alors formation. C'est plus localisation. Nous on forme nos administrateurs, on forme notre COMEX, on forme nos collaborateurs, on forme à tous les sujets. On ne cantonne pas chacun à ces sujets
direct prédilection. métier. La biodiversité, ça concerne tout le monde. L'adaptation, ça concerne tout le monde. Il faut vraiment former. C'est indispensable. Ça veut dire qu'on ne peut pas réagir en silo, en fait. On est obligé. Pardon ? On ne peut pas agir en silo. Il faut qu'il y ait vraiment une convergence totale sur l'ensemble de ces sujets-là. Et chez Société de la Tour Eiffel, on a un objectif d'ailleurs dans nos indicateurs clés de plus de 3% de la masse salariale consacrée à la formation. Au sein de la STE, est-ce qu'il y a des actions spécifiques que vous comptez mettre en place ou en tout cas développer en 2025, voire dans les années à venir ? Sur quoi vous comptez mettre l'accent, que ce soit de nouvelles choses, ou que ce soit un prolongement de ce que vous faites, sur quoi vraiment vous allez accentuer. Alors vous savez, notre démarche RSE, elle est très ancienne. Hein. On a commencé il y a plus de 10 ans. On a été membre fondateur de l'OID d'ailleurs. Ouais. On a signé la charte du plan bâtiment durable en 2013. Donc ça fait longtemps qu'on a commencé à se pencher sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, on travaille un peu en râteau sur l'ensemble des sujets, l'ensemble qui correspondent d'ailleurs aux objectifs de la taxinomie. Hein. Il y a pas ou aux ESRS de Bien la sûr. CSRD. Donc, on travaille sur l'ensemble de ces sujets et donc forcément, on progresse un petit peu sur chacun. Alors, il y en a certains sur lesquels on porte un petit peu plus le poids du corps, comme le carbone, bien sûr. Mais on progresse en biodiversité, on progresse en gestion de l'eau, on progresse dans l'économie circulaire. Il n'y a pas vraiment de nouveaux sujets. Il y a un approfondissement régulier de chacun des sujets. Par exemple, cette année, je vais demander qu'on me fournisse les volumes d'eau récupérés, d'eau de pluie récupérée sur les sites qui bénéficient d'une récupération d'eau de pluie. Et puis dans 2 ans, je vais demander qu'on soit capable de me dire à quoi a servi cette eau de pluie. Est-ce qu'elle a servi à arroser les espaces verts ou est-ce qu'elle a servi est-ce qu'elle a été reconditionnée dans les sanitaires? Voilà, on fait pas tout d'un coup, on avance progressivement, petit à petit, et chacun gagne en maturité. Écoutez, merci beaucoup Olivier Badserd de vous être arrêté sur notre stand et de nous avoir accordé cette interview. Merci. Merci à vous. Imo Week, spécial CIMI 2024.